plus 22 là. Il a conscience de tout, etc. Pourquoi on fait ça? Alors qu'on sait très bien que c'est une manipulation. Donc qu'est-ce qu'on veut engendrer derrière comme système, comme société? Pour les enfants, les petits-enfants construisent leurs émotions dans les 3 premières années. Ils ont des émotions sociales, on le sait. Alors on va mettre des robots nounous à côté d'enfants. Même Marie Winsky, qui est un des papas de l'IA, avait fait une nouvelle dessus, je vous encourage à la lire, qui était très très drôle, qui s'appelle The Robot and the Baby. Où il montre un algorithme qui se développe et qui décide de comportements du robot, et c'est assez intéressant. Donc les machines apprenantes, on a travaillé sur les biais des algorithmes, la robustesse aux biais des données, et ces préconisations sont utiles pour tous. Pour la voiture autonome, on peut dire toujours, bon mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour la voiture autonome? Comment elle va décider la voiture? Qui va être responsable? Et donc on parle beaucoup de responsabilité aussi de la voiture elle-même, qui serait une entité nouvelle. On parle de la personnalité juridique de ces objets. Alors, moi j'ai dit non, hein, il n'y a pas d'intelligence là-dedans, il y a des concepteurs qui ont mis des systèmes capables de réagir, et voilà, donc les concepteurs doivent être eux-mêmes impactés. Ou alors c'est de la co-conception avec un entraîneur, celui qui va donner les données à manger, et donc il est aussi dans la coupe de responsabilité. Ou alors il y a aussi la personne qui l'utilise et qui va le modifier, parce qu'il sait s'adapter, ce système, et donc lui aussi a une part de responsabilité, comme quand vous avez un chien et vous lui dites, ben voilà, allez mordre les gens dans la rue. Mais cette co-responsabilité est déjà prévue dans la loi. Pourquoi vouloir faire un droit des robots qui serait que derrière, le robot pourrait payer s'il y a des victimes, et on n'irait pas chercher les vraies causes, et donc on ne modifierait pas les programmes ou les habitudes des protocoles utilisés, parce qu'on n'irait pas jusqu'à l'erreur. Donc, si je reprends le dilemme du tramway, où on dit la machine va trouver en fait la meilleure solution, eh bien c'est pas vrai. On ne trouvera jamais toujours la meilleure solution, mais ça, je pense que vous en êtes conscient. Donc la prédiction sera bien plus intéressante que si c'est des humains qui conduisent. Je pense qu'il faut avoir été dans une voiture autonome pour s'en rendre compte. Quand on est dans un train de voiture autonome, c'est d'un calme, il n'y a pas de stress. C'est incroyable. Elles se suivent. Il y a plus les camions qui passent, les trucs, les machins, il y a plus ce stress. Alors, on va me dire, bon, mais si jamais il y a un éléphant qui tombe sur la voiture ne va pas freiner. Oui, mais quand on est humain, quand il y a un sanglier qui passe aussi, c'est pareil, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler cet epsilon qui reste? Alors, si on prend une éthique qui calcule les risques et qui doit décider. Premier choix, je prends l'éthique d'Aristote, donc la dénégation, donc je sacrifie le passager. Bon, je pense que personne ne va vendre des voitures qui sacrifient les passagers à chaque fois. La règle déontique, le respect du code de la route. Donc s'il y a des enfants qui traversent sur les clous de vent, c'est bien. S'ils ne traversent pas sur les clous, ils courent après un ballon. Je les écrase tranquillement, si c'est un problème entre eux et moi. Je pense que personne ne va vivre avec cela non plus dans sa conscience. Donc une éthique conséquentialiste, c'est ce qui est préconisé, c'est-à-dire on calcule au mieux le nombre de personnes qui vont survivre, ou le nombre d'années, ou le nombre d'heures, etc., pour minimiser le nombre d'années de vie perdues. Ce qui est extrêmement difficile pour une machine, si c'est un monde très complexe dans l'environnement. Donc sûrement la meilleure façon de faire, c'est de rendre le lead à la personne qui est en face, mais qui ne s'attend pas à l'avoir, donc qui va réagir de façon brutale, et au hasard. Mais ça sera la personne qui l'aura fait. Si on fait faire du hasard à la machine, on se retrouve devant une autre difficulté. Bon, on verra bien ce qui sera décidé. En tout cas, je suis impliquée, donc, comme vous l'avez dit, dans aussi une initiative de I3E sur l'alignement de nos valeurs morales à ces machines autonomes. Et il y a 4 leviers importants qui sont mis en avant, éduquer, on a fait des MOOC sur pas mal de sujets, expliciter des règles éthiques, mettre en œuvre des outils, avoir des réglementations juridiques. Et j'ai travaillé sur le groupe sur l'affective computing, donc avec Rosanne Picard du MIT, et j'anime en ce moment un groupe sur normes et standards qui s'appelle P7008, hein, il est super sexy mon groupe, sur le nudging. Qu'est-ce que c'est que le nudging? C'est l'incitation douce. C'est le fait de ne pas dire faites ci, faites ça, mais de proposer un nombre de choix avec qui on met bien sous le nez la personne. Par paresse, elle va choisir, par manque de temps, elle va choisir. C'est fondé sur les biais cognitifs. Donc pour cela, il faut relire Toller, qui est un économiste, qui a pris le prix Nobel d'économie comportementale en 2017, et qui parle du nudging. Le nudging, c'est ce qui nous fait voter différemment, ce qui nous fait être... normalement, c'est pour le well-being des gens, c'est good nudge. Et le travail que j'essaie de faire, c'est de trouver comment est-ce que c'est agressif et bad nudge. Et déjà, Toller en parlait en disant, dès lors qu'on va mettre des machines dans la boucle, qui vont tester avec de l'affectif comment on se comporte, on peut imaginer des déviances. Alors sur le marketing, mais peut-être sur d'autres cas,
et ça me semble important. Donc on est en train de faire des tests là-dessus. J'ai une offre de stage et de thèse sur ces sujets, si vous pouvez diffuser ça. Il y aura une offre au CNRS sur ce sujet. On a un projet, donc des financements. Et l'idée, c'est de travailler en pluridisciplinarité. Donc on travaille avec des économistes et des gens en droit pour aller au plus près du problème et monter à l'échelle aussi, pour essayer de montrer que ces machines peuvent nudger. Pour l'instant, on a fait ça avec des étudiants. On leur fait dire plein de choses privées sous couvert d'un jeu rigolo avec la machine. La machine est curieuse et elle pose plein de questions d'ordre privé et les gens répondent. Alors on va faire la même chose avec des enfants dans des écoles et on va faire la même chose avec des personnes âgées, donc des gens fragiles, pour essayer de prouver qu'il est urgent de s'occuper de ces sujets parce que sinon on va se retrouver avec des risques énormes, des disparités sociales face aux machines et la reproduction des biais de la société, c'est aussi un sujet qui m'intéresse. En ce moment, on a 80% des gens qui sont concepteurs qui sont masculins, et on a 80% des systèmes qu'on produit qui ont des noms qui sont féminins. Peut-être pas une cause directe, mais enfin, il y a des vagues choses à regarder là-dessus. Le désapprentissage, la standardisation sont évidemment des sujets importants, et je dis à chaque fois, remettons l'humain au centre. J'ai été fort intéressée par ce livre qui était en anglais et qui vient de paraître en français. Cathy O'Neill, ex-Google, qui a travaillé dans la finance et qui décrit tous les biais des algorithmes en parlant de façon virulente. J'ai été interviewée avec elle il n'y a pas longtemps. Elle était aussi lors de la réunion avec le président Macron sur l'IA. Algorithme, la bombe à retardement, il faut le lire. Ça donne au moins, et puis là c'est vraiment tout public, et ça donne en tout cas des exemples dans la société américaine de déviance, des biais qu'on reproduit, qu'on accumule autour de ça. Le temps des algorithmes, moi j'ai travaillé avec Serge Abitboul et Gilles Dowek à la Cerna. Et puis Antonio Damaso, l'erreur des Descartes, mais il vient aussi de sortir un nouveau livre que je vous conseille aussi, et j'ai fait au Centre Pompidou, il doit y avoir encore les traces de ça, sur les émotions, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et je termine juste par, à la fin de ce livre, je m'étais dit, bon, c'est un peu naïf, vous allez me dire, oui, c'est sûrement un peu naïf, mais je m'étais dit que on parlait beaucoup d'éthique pour les données, pour le big data, mais que pour les robots sociaux qui allaient venir auprès des gens fragiles, justement, il était urgent quand même de mettre des garde-fous, et là j'étais juste sur l'énonciation de 11 commandements, très difficile à mettre en œuvre sur une machine, j'en suis consciente. Merci.